Et dans cet épisode, je reçois Alan, un entrepreneur qui a lancé une entreprise d'upcycling. Alan revient dans le podcast sur son parcours en tant que sportif et préparateur physique professionnel. Il nous partage aussi toutes les étapes qui ont fait la création de Simibilize, sa marque d'upcycling. Je vous laisse avec l'épisode, bon visionnage. Et on se retrouve avec Alan. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis ? Merci pour ton invitation, Maxime. Je suis très content d'être là. Donc, je m'appelle Alan Albert, j'ai 44 ans. Je suis papa de 3 enfants et je suis depuis peu de temps entrepreneur dans le domaine on peut dire de manière générale, de l'impact. Voilà. Ok, génial. Est-ce que tu peux développer un tout petit peu plus ce que tu fais réellement dans ce domaine-là pour que les gens comprennent bien ? Je fais de l'upcycling. Donc en fait, je fabrique des objets, on va dire de la bagagerie, à partir de matériaux de réemploi. En l'occurrence, des matériaux techniques souples, type bâche publicitaire, bâche de camion, ou matériel sportif en fin de vie, type aile de kitesurf, paddle gonflable, liner de piscine, voilà. Tous ces matériaux techniques souples qui sont souvent faits à base de PVC et qui ne sont pas recyclables. Donc auquel aujourd'hui je donne une seconde vie en leur donnant une nouvelle façon de les employer en fait. Génial. On va y revenir dans la deuxième partie pour bien comprendre quel est le marché, etc. Tu vas tout nous expliquer. Mais si on revient du coup quelques années en arrière, pour toi, pour que les gens comprennent bien qui t'es et comment t'es devenu un entrepreneur, est-ce que tu peux nous expliquer qui était le Alan quand il avait 10-15 ans ? 10-15 ans, ouais. J'étais nantais à l'époque, parce que je suis né à Nantes, avec un papa entraîneur de foot au niveau professionnel et une maman psychologue, séparés dans ces âges-là. Et donc, je suis resté vivre avec mon père et j'ai toujours été passionné de sport. À l'école, j'étais un élève, plutôt un bon élève, mais au grand désespoir de pas mal de mes profs, pas très travailleurs. Donc, souvent, on me disait que je pouvais faire mieux et qu'il fallait y aller plus fort, etc. Mais moi, je me suis toujours contenté d'avoir des bons résultats sans trop en faire. D'avoir la moyenne juste pour que ça passe, c'est j'étais un peu plus que la moyenne quand même. Ouais, quand plus que la moyenne, mais voilà, sans trop forcer. Et par contre, passionné de sport, à l'époque, je faisais du foot et c'est à 15 ans que j'ai basculé vers le handball. Où j'ai commencé le hand c'était en 95, l'année du premier titre de champion du monde de l'équipe de France. Ok, voilà. Génial. Voilà. Tu peux nous parler un peu de cette passion pour le hand qui t'a animé qui t'anime d'ailleurs toujours, j'ai l'impression, donc, et nous raconter un petit peu comment elle a un peu dessiné ton parcours professionnel aussi. Ouais, en fait, j'ai découvert le hand au collège, un peu comme tout le monde, et j'ai fait du foot. Vu que mon père était dans le foot, j'ai un peu suivi la trace, et à un moment donné, j'en ai eu marre du foot et j'ai découvert donc le hand en club. Ma première année, ça a très bien marché, et puis assez vite, je me suis retrouvé un peu pris dans un cursus un peu perf. Voilà, jouer en National 3, National 2 pour commencer, tout jeune. Et puis, en parallèle de ça, j'ai commencé à faire des études en STAPS pour m'orienter vers la préparation physique, et j'ai eu un jour l'opportunité d'aller jouer en 2e division à Nantes, du coup, le club de Nantes, le HBC Nantes, qui à l'époque était monté en D2. J'ai fait 1 an comme joueur, et puis après j'ai pris en charge la préparation physique là-bas, et j'ai fini par passer 10 ans en préparateur physique au HBC Nantes. J'ai été également entraîneur dans un autre club en national, et voilà, j'ai fait pas mal de choses dans le sport de haut niveau. Par la suite, c'est ce qui m'a amené à Montpellier. J'ai été recruté par le MHB en 2017, du coup, pour prendre la succession d'Olivier Morelli, qui était le préparateur physique à l'époque. Ok, et sur cette partie-là, qu'est-ce qui a fait que t'as pas voulu te lancer un peu plus dans le handball en tant que joueur et que t'es passé du côté préparateur physique ? Disons que j'étais pas un très très bon joueur. J'avais pas un cursus traditionnel vu que j'ai commencé tard aussi, ouais. Voilà, c'est 15 ça. ans, ouais. Et donc j'avais pas le cursus pôle, etc., sélection et tout. J'étais plutôt moi un joueur de national, quoi. National 2, j'avais un bon niveau national 2, national 1. En D2, j'étais plus un joueur de complément, et j'étais hyper heureux d'aller pouvoir vivre une saison ou deux en tant que joueur en D2.
de connaître un peu ce côté pro, semi-pro, quoi, en tant que joueur. Mais j'avais pas le niveau, clairement, pour aller plus haut. Et moi, par contre, ce qui me plaisait vraiment, j'avais déjà commencé un petit peu, c'était de faire de la préparation physique et d'entraîner et d'aider les joueurs, d'accompagner les joueurs vers la performance, justement. Ok. On dit souvent qu'on se construit soit en opposition par rapport à ses parents, soit en similitude. Là, dans ce cas-là, c'était plutôt ce cas-là. Ton père était un exemple pour toi? Ouais, mon père, donc il était entraîneur, prof de PS à la base, entraîneur en niveau amateur, et puis un jour il a eu un peu comme moi l'opportunité d'entrer au FC Nantes et il a gravi un peu les échelons jusqu'à devenir préparateur physique aussi, enfin, directeur du centre de formation et préparateur physique de l'équipe pro. Et clairement, ouais, ça a été un exemple. Moi, je l'ai suivi partout quand j'étais gamin. Je faisais les déplacements avec lui en bus. Je suivais tous les résultats. C'était vraiment un truc que j'adorais, quoi. Le dimanche matin, après les matchs, j'allais au décrassage avec lui, au centre d'entraînement. Enfin, j'étais vraiment tout le temps avec lui. Donc ouais, ça a été un exemple. Ouais, j'ai vraiment voulu moi aussi vivre très tôt. J'ai eu envie de vivre ce côté sport pro, la performance, voilà. Ok, génial. T'as quoi comme rapport à ce moment-là, dans cette période d'adolescence, avec l'argent? Euh, Avec l'argent, je suis plutôt, je crois, quelqu'un de dépensier, de manière générale. J'ai du mal à garder l'argent, moi, très longtemps. Donc à cette époque-là, c'est vraiment ça. J'ai un peu d'argent de poche et tout, mais je mets pas de côté. C'est plus pour mes loisirs, pour mettre de l'essence dans mon scooter et voilà. Pour te faire plaisir, quoi. Ouais, voilà. Ok. Ouais. T'as une vision de l'entrepreneuriat? T'as des personnes proches de toi qui sont entrepreneurs et qui t'inspirent? À cette époque-là, pas du tout. Même pas de connaissance ça, t'es vraiment focus dans le monde du sport? Ouais, vraiment, j'ai pas du tout de connaissances là-dedans. Ça vient un petit peu plus tard, mais non, vraiment pas du tout. Ok, ça marche. Et du coup, tu rentres à STAPS. Ouais. Et quel parcours scolaire tu fais? Je fais une licence, donc à l'époque, c'est la troisième année, ça s'appelait une licence entraînement sportif, donc qui dirige vraiment plutôt vers les métiers de l'entraînement sportif, vers le sport pro, quoi, plus que vers l'enseignement. Et je pars à Rennes un an pour faire ce qu'on appelait la maîtrise à l'époque, donc la quatrième année, et finalement, ça se passe pas très bien. Je laisse tomber, je bosse un peu à côté, et je fais un an à Rennes et je reviens à Nantes où je crée ma boîte en fait pour la première fois dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'en gros, je me mets à mon compte, quoi. C'était une micro-entreprise. Et je me mets à mon compte en me disant que c'était le lancement un peu des coachs sportifs. Et en me disant, je ferai un peu de club, un peu de particulier, et je vais réussir à faire mon truc comme ça, quoi. Et c'est ce que tu fais ou pas? Est-ce que tu arrives à facturer un peu les clubs, un peu... Non, pas Non. vraiment. Les clubs, oui, parce que j'ai forcément un peu de réseau dans les clubs, dans le handball notamment. Donc là, un petit peu, mais les particuliers, je me rends compte que c'est vraiment très difficile. Je distribue des tracts dans les boîtes aux lettres, toutes sortes de choses. Finalement, j'arrive à avoir 2-3 clientes, mais pas énormes. Donc, en fait, cette aventure-là, entrepreneuriale, elle s'arrête en 2006 quand je rentre au HBC Nantes comme joueur. Ok, Voilà. ça marche. Très bien. Est-ce que tu as eu d'autres aventures un petit peu professionnelles dont tu veux nous parler entre le moment où tu rentres donc en tant que joueur au HBC Nantes, que tu deviens préparateur physique, tu es recruté par le MHB après 10 ans à Nantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux nous parler pour qu'on comprenne bien jusqu'à où tu en es venu pour Silly Billies? Ouais, après, bon, j'ai fait beaucoup de choses parce que j'ai travaillé tous les étés quand j'étais jeune et bon, j'étais plutôt dans l'animation, mais ça a pas trop de rapport. Par contre, ma première expérience vraiment qui m'a fait comprendre plus tard, je l'ai pas compris sur le coup, mais qui m'a fait comprendre que j'aimais un peu ce côté gestion de projet. C'était à la fac, en troisième année, on avait un projet à mener et j'avais organisé avec 2-3 autres étudiants un colloque justement sur l'entraînement, sur la performance. Et donc on avait eu un budget alloué et c'est nous qui avions tout géré. Et j'avais beaucoup aimé ce truc-là, ça avait été une réussite. En plus, ça s'était vraiment très bien passé. On avait réussi à faire venir des grands noms de l'entraînement du sport professionnel, pas que handball, mais de tous les sports. Donc c'était vraiment super chouette. Et c'est le premier truc où je me suis dit, ah, c'est cool de
d'avoir la main sur un projet du début à la fin, de pouvoir lui donner vraiment les contours que tu veux. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié cet événement-là. Et l'autre chose, c'est quand j'étais par la suite au HBC Nantes, on avait organisé un événement pour faire pratiquer le hand aux jeunes des quartiers, qui s'appelle Handball Toi. Et en fait, j'ai été avec la présidente de l'association de l'époque, vraiment le créateur de cet événement, et qui perdure encore aujourd'hui. Donc, Génial. c'est une belle vraiment trace, super. ouais. Ouais, c'est une très belle trace. Et ça permet chaque année, là, ça va être bientôt, je crois, c'est en février-mars. Ça permet chaque année de regrouper 6 à 700 jeunes des quartiers de la ville de Génial. Nantes, Waouh. chaque jour dans des gymnases différents, plus le dernier jour de la semaine dans un gymnase, dans le gymnase du HBC Nantes, avec tous les gamins qui viennent là et qui font un immense tournoi. Et ça, c'est pareil, c'était vraiment c'était comme une aventure intrapreneuriale, voilà, avec vraiment de la gestion de projet du début à la fin, des partenariats à nouer avec les transporteurs de la ville de Nantes, enfin plein de choses qui étaient, voilà, c'était vraiment hyper intéressant, hyper Hyper riche. prenant, etc. Ouais. Ok, génial. Et t'en viens du coup sur Silly Billies, sur cette aventure-là. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est exactement Silly Billies, même si tu l'as un peu expliqué en préambule, et d'où te vient cette idée-là? Je vais pas le faire dans le sens où tu me demandes, je vais commencer par d'où ça vient. Ça vient d'une époque où j'allais beaucoup au marché. Vraiment, toutes les semaines, j'allais au marché. Et j'en avais marre de mon cabas à roulettes de mamie, là. Et parce que tout s'écrasait dedans, parce que c'était pas pratique, que je pouvais pas le prendre avec mon vélo, etc. Et là, en gros, la première idée, c'était de créer un cabas à roulettes avec des compartiments où on peut séparer les choses, où on n'écrase pas les tomates avec les pommes de terre, et où on peut l'utiliser facilement avec sa voiture ou avec son vélo. Et donc j'ai fait mon tout premier proto dans mon jardin à l'époque où j'habitais à Nantes. Par la suite, ce projet, je l'ai mis un peu de côté quand je suis arrivé à Montpellier parce que travailler au MHB, ça permettait pas de faire beaucoup d'autres choses à côté. Et en fait, je l'ai ressorti un peu des cartons en 2020. Voilà, la première idée, c'était ça. C'était de créer ce cabas à roulettes avec des matériaux de réemploi. C'était vraiment déjà une idée à l'origine. Et puis par la suite, bon, bah, ça a évolué vers ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment une boîte qui fait de l'upcycling et pas juste un cabas à roulettes, mais qui récupère tous ces matériaux dont je parlais tout à l'heure et qui sont faits pour durer très longtemps, qui sont malheureusement rarement utilisés très longtemps. Les bâches publicitaires, par exemple, parfois, elles sont utilisées quelques jours seulement et après, elles sont jetées à la poubelle. Il y a personne qui les réemploie aujourd'hui? Si, il y a d'autres ateliers qui font ça. J'ai pas inventé l'upcycling, hein. C'est des choses qui existent depuis quelques années déjà. Il y a quelques boîtes en France qui font ça, dont je m'en suis inspiré. Mais j'avais vraiment à cœur d'avoir, en tout cas, un projet qui ait de l'impact. Et moi, j'étais sensibilisé à ces matériaux-là, notamment par le sport, puisque je voyais dans les gymnases tous les ans les quantités de bâches qui étaient jetées en fin de saison, après seulement une saison d'utilisation. Parce qu'il est marqué 2022-2023, donc quand on passe sur Voilà, 2023-2024, c'est fini. on jette tout. Où tu as les photos tout à la poubelle. des joueurs et tu peux pas les joueurs changent, réutiliser etc. les mêmes. Ouais. Et voilà. Ok, Exactement. ça marche. Donc non, l'idée est venue de là, ok. Le nom, d'où vient ce nom, Silly Billies? Silly Billies. Alors au début, j'avais d'autres idées de noms qui étaient plus vraiment axées sur le cabas à roulettes. Ok. Et finalement, je me suis dit que c'était bien d'avoir un nom un peu plus global et pas forcément en rapport avec l'activité de manière directe. Et en fait, Silly Billy, c'est une expression anglaise qui s'est créée en 2 mots, Silly Billy, que les anglo-saxons utilisent pour les enfants. Voilà, ils disent aux enfants, Silly Billy, ça veut dire t'es un peu foufou, t'es un peu bébête. Ok. Voilà, et c'est une expression que j'aimais bien déjà au niveau phonétique, quoi. Je trouve ça rigolo. Ça a un petit côté enfantin que j'aime bien aussi et que j'aime donner à ce projet-là, ce petit côté enfantin, et voilà. Quand est-ce que tu as créé cette boîte-là exactement? Je sais que tu as eu cette idée-là à Nantes, etc. Mais à partir de quel moment tu t'es dit, ok, ça va être un projet concret, on fait les statuts, on lance le prototype, et comment tu as lancé un petit peu le premier projet? C'est quoi les premières étapes de la création de Silly Billies? Ouais.
Donc du coup en 2020 là, quand je ressors ça des cartons, je présente le projet à un incubateur à Valence, à côté de Valence, enfin à Valence. Parce que j'étais préparateur physique d'un club qui était dans ce coin-là à l'époque, et on m'avait branché un peu avec cet incubateur. Donc je présente là-bas, fin 2020, et du coup on me dit ah c'est cool, c'est une bonne idée, faut y aller quoi. Et donc les premières étapes sont arrivées à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que je suis pas entré en incubation, mais par contre on m'a accompagné, ça s'appelle la FAPTI, l'incubateur en question, et ils m'ont accompagné sur toutes les premières étapes, donc faire une première étude de marché, tu vois, tester vraiment sur le cabas à roulettes, etc. Puis par la suite, j'ai commencé à faire les premiers prototypes, donc de cette armature en bois là que j'ai fabriquée, et puis après des différents types de sacs aussi que j'utilise. Et en gros, ça m'a pris toute l'année 2021, plus le début de l'année 2022. Début 2022, j'ai enfin un prototype fini, aussi bien avec l'armature en bois que les sacs, qui est fonctionnel. Et je crée la boîte en avril 2022 avec l'objectif de lancer rapidement les réseaux sociaux et ensuite de lancer une campagne de financement participatif sur Ulule en octobre. Ok, très bien. Au niveau des techniques industrielles, je sais que ça peut être un peu compliqué quand on a un projet comme ça qui demande finalement beaucoup de main-d'œuvre pour le faire. Comment tu t'y es pris ? Qui t'a contacté ? Comment ça s'est passé ? Pour le développement du prototype, au départ, je me suis appuyé sur une école d'étudiants, enfin d'ingénieurs du bois à Nantes, qui s'appelle l'École du bois. Donc eux, ils m'ont aidé à faire le premier proto, à faire les dessins et l'usinage et tout ça, bois de la première structure. Et pour les sacs, je suis passé par différents types d'ateliers. Donc aujourd'hui, j'en suis pas à des process industriels du tout. Hein. Je suis plutôt encore sur une forme d'artisanat, un peu plus qu'à l'artisanat, quoi. Mais j'ai pas de process industriel, donc j'ai vraiment fait petit à petit avec les ateliers sous forme d'aller-retour. Une fois avec un atelier, puis quand ça me plaisait moyen, avec un autre atelier, repartir un peu de zéro. Puis au bout d'un moment, par exemple sur les sacs, j'ai fait appel à une prototypiste pro qui, elle, du coup, m'a fait les protos auxquels on a apporté. On a dû faire 3 versions avec elle avant d'avoir la version finale. Et il y a eu encore des évolutions après, puisque l'armature, j'ai voulu la faire évoluer, donc j'ai bossé avec des designers montpelliérains, cabinet Pilag. Donc on a modifié certaines choses, et dans les discussions, les échanges que j'ai eus avec eux, ça m'a aidé aussi à faire avancer le projet. Et du coup, j'ai apporté par la suite des modifications aussi au niveau de mes sacs. Mais là, clairement, c'est plutôt moi qui l'ai fait. Alors, j'avais pas de cursus dans le dessin industriel ou quoi. Par contre, voilà, je sais faire un dessin, je sais donner des cotes et je pense avoir du bon sens. Et du coup, ça m'a permis, voilà, comme ça, petit à petit, d'arriver à une version finale tout à fait correcte, je crois. Ok. Ouais. T'es seul du coup depuis le début de cette aventure en tant que solopreneur. Ouais. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est parfois difficile parce que on sait que la vie d'entrepreneur c'est des hauts et des bas, et c'est vrai que est-ce que t'as de l'entourage avec qui discuter, échanger sur ton projet et qui te permet d'avoir aussi un avis extérieur sur ce que tu fais ? Ouais, je suis tout seul depuis le début, et effectivement, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais par contre, je pense avoir, je pense réussir à m'entourer avec les bonnes personnes. Donc aussi bien sur ce premier incubateur là où j'ai pu bénéficier de l'aide de différentes personnes, que par la suite avec ma compagne qui aujourd'hui est encore à fond derrière moi sur ce projet, ou la famille bien sûr qui encourage. Alors la famille, c'est pas toujours les meilleurs conseils parce qu'ils sont pas toujours très objectifs, mais par contre les encouragements ça fait quand même du bien. Ça motive. Ça motive, et dans les moments un peu down là comme tu disais, bah ouais, ça permet de remettre un petit coup de boost, ouais.
Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu des KPI de la boîte? À combien vous en êtes de lots vendus? Enfin, combien t'en es, pardon, parce que tu es seul. Combien t'en es de lots vendus, chiffre d'affaires? Quelles sont un petit peu les métriques que tu peux nous partager? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que c'est très différent aujourd'hui de ce que c'était prévu initialement. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais parti pour faire que des cabas à roulettes et voilà. Et aujourd'hui, c'est très différent. C'est-à-dire qu'en gros, sur la première année complète d'exercice, l'année 2023, j'ai fait entre 35 et 40 000 euros de chiffre d'affaires. Et que la répartition, c'est à peu près 55% en B2B et 45% en B2C. Okay. Donc B2C, c'est la vente des chariots, notamment avec la campagne Ulule du départ, qui était fin 2022, mais que je compte dans le résultat 2023. C'est par la suite les ventes des différents produits que j'ai créés, de la gamme de produits que j'ai créés, des trousses, des petites bananes, des porte-monnaies, enfin toutes sortes de petites bagageries quoi, qui permettaient de compléter la gamme et que j'ai vendu via mon site e-commerce ou via des événements physiques à peu près à 50-50 voilà, sur ces ventes-là. Et le B2B qui lui est arrivé à partir de début 2023 un peu par hasard sur des demandes qui sont arrivées de manière naturelle, vraiment sans que j'aille les chercher. Et j'ai beaucoup, par exemple, travaillé avec la métropole de Montpellier. Et donc voilà, ça représente plus de la moitié de mon chiffre d'affaires. Quand tu dis B2B, c'est plutôt des gens qui vont acheter tes produits pour les revendre derrière, c'est des magasins, etc. Ou c'est des entreprises, des agglomérations, etc. qui veulent leurs produits en interne? Ouais, c'est ça. Plutôt, c'est ça? Ouais, ok. Ouais. J'ai pas travaillé avec des revendeurs jusqu'à maintenant. Ok. Ouais. Une stratégie donc 100% e-commerce donc sur ton site internet à toi. Ouais. Et après en B2B, donc avec des marques, tu leur fais des produits personnalisés? Ouais, j'ai fait des produits personnalisés, j'ai fait des produits sur mesure. Avec la métropole, j'ai fait par exemple à leur demande des sacs qui avaient un usage particulier pour la récolte des déchets verts, qui voulaient distribuer sur des moments de sensibilisation autour de la récolte des déchets verts. Après, il y a eu d'autres choses avec la métropole, mais pour donner d'autres exemples, il y a eu un partenariat avec le club de hand, on en parlait tout à l'heure, pour fabriquer des goodies à partir de leur signalétique de la saison précédente. Ça, c'est génial. Qui était pour moi une super idée, mais qui n'a pas forcément aujourd'hui trouvé son public. Après, j'ai eu aussi avec des entreprises, ça a été aussi bien de la fabrication de cadeaux d'entreprises de fin d'année, pour certains, que de la récupération de la signalétique de la boîte pour fabriquer, encore une fois, comme j'ai fait avec le MHB, en fait, des petits goodies que la boîte redistribue soit à ses clients, soit à ses collaborateurs pour faire des petits cadeaux. Voilà. Ok. Aujourd'hui, sur les produits que tu vends, est-ce que tu es un peu plus cher que le marché sur tous les spectres, entre guillemets, quand tu compares à une trousse que tu t'achètes chez un commerçant, chez Leclerc, chez Carrefour, etc., tu vas forcément être un peu plus cher que ce marché-là, puisque ça demande beaucoup plus de travail. Est-ce que tu sens que les gens qui cherchent à acheter ce type de produit sont prêts à mettre le prix qu'il faut parce qu'il y a un impact, parce que c'est des produits qui sont upcyclés, etc. C'est une question qui est bonne, mais qui est complexe à répondre, parce que en fait, c'est difficile de comparer deux produits qui semblent égaux comme ça à première vue. Tu prends deux trousses, s'il y en a une qui est fabriquée en Chine et avec des matériaux neufs et une qui est fabriquée en France avec des matériaux de réemploi, on va dire que le deuxième, moi en l'occurrence, il a un peu la double contrainte de la fabrication française qui est forcément plus chère, plus onéreuse, ouais. Parce que la main-d'œuvre ici est plus chère, voilà. Et aussi le fait de travailler avec des matériaux de réemploi qui peut sembler un avantage parce que c'est souvent de la matière qu'on me donne et que je n'ai pas besoin de payer, mais qui demande quand même un temps de traitement qui est important et donc qui fait que ça a un coût effectivement plus élevé que ce qu'on peut trouver tout fait dans le commerce. Aujourd'hui, ça commence à se développer dans l'esprit des gens. L'upcycling, c'est un peu comme la seconde main, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Donc quand on participe à des événements physiques, on le voit, les gens qui viennent et qui sont intéressés par la démarche,
ils sont prêts, eux, à faire le petit effort financier. Et les autres qui trouvent juste que c'est des belles trousses ou souvent ils disent quand même c'est beau mais c'est cher, effectivement, et donc ils passent pas toujours à l'achat. Souvent les gens qui achètent, ils ont quand même ce côté sensibilité par rapport à l'environnement, ouais, etc. Exactement. Parce que la différence qu'on peut avoir par exemple avec la seconde main, c'est que la seconde main, souvent on y va aussi parce que c'est moins cher. Il y a des fois des produits, moi je pense directement à Vinted, là, on trouve souvent des t-shirts à moitié prix que ce qui valait neuf, puisqu'ils sont d'une seconde main. Ouais. Et là, dans ce cas-là, c'est comparé à de la seconde main, mais finalement c'est un poil plus cher. Ouais, parce que la seconde main, c'est pas retravaillé. Exactement. C'est-à-dire que c'est porté, un t-shirt, il est porté et il est revendu tel quel. Mais il y a des marques qui commencent à faire de l'upcycling avec des vêtements de récupération ou de seconde main. Et là, c'est toujours aussi plus cher parce que la transformation coûte cher. Si vous faites un t-shirt avec une matière neuve, vous allez recevoir la matière en rouleau. Donc vous allez la poser sur une machine exprès qui va faire les découpes comme ça très facilement. Et ça se fait vraiment très simplement. Aujourd'hui, pour récupérer de la matière, soit sur des vieux t-shirts, soit sur moi, comme je le fais, des bâches de camion, il y a tout un temps de découpe de la matière qui prend du temps, de nettoyage aussi de la matière qui prend du temps et un petit peu d'énergie, et du coup qui fait que le coût est un peu plus, effectivement, est un peu plus important. Mon objectif à moi, comme l'objectif de certains qui font un peu ça, notamment dans les vêtements, je pense à une marque comme Losange, dont on a un peu entendu parler ces derniers temps parce qu'ils viennent de lever 2,5 millions justement pour développer des process de découpe automatisés. Mon objectif à moi, c'est de justement réussir à, dans les mois, peut-être l'année qui vient, passer sur des process un peu plus industrialisés et faire en sorte que ces phases de découpe, elles soient beaucoup plus simples, qu'on gagne du temps, et du coup, au final, avoir des coûts de revient qui sont inférieurs, et donc des prix de vente qui sont inférieurs. Mon objectif dans tout ça, c'est de pouvoir effectivement toucher un public plus large, et pas qu'un public d'initiés. Et encore une fois, pour aller encore plus loin, l'objectif final, c'est de réemployer un maximum de matière et de donner une seconde vie à un maximum de matière. Parce que au bout, c'est ça qui compte. C'est que la matière en question, on la retrouve pas enfouie sous terre ou dans les incinérateurs. Ok. Et quel est l'impact carbone finalement de retravailler cette matière-là par rapport à l'impact carbone que ça peut avoir de créer une trousse qui est faite de rien, même si c'est fait avec du pétrole, du plastique, etc. Et on vient tuer des matières premières pour le faire. C'est quoi la différence? Est-ce que tu as des chiffres sur ça? J'ai pas de chiffres précis, mais on vient de créer avec un organisme qui s'appelle Recycloc, donc en Occitanie, un calculateur d'impact qui permet de comparer justement la différence entre une trousse classique et une trousse upcyclée. Donc par contre, j'ai pas les chiffres précisément, mais l'avantage de l'upcycling comparé, ou qu'on appelle surcyclage aussi, comparé au recyclage, par exemple, si on doit comparer au recyclage, c'est que le recyclage coûte de l'énergie pour détruire la matière avant de créer une nouvelle matière. Alors qu'avec l'upcycling, on garde la matière telle qu'elle. Juste, on va la découper et la nettoyer. Donc en fait, les impacts, ils sont vraiment minimes. C'est quelques centaines de grammes de CO2 par rapport à une trousse qui va être fabriquée en Chine avec des matériaux neufs. Si on prend en plus des matières équivalentes, matières PVC, qui sont vraiment très coûteuses justement à fabriquer en CO2, plus le transport, etc., bah là, on fait exploser les compteurs, alors que nous, c'est fabriqué vraiment de manière locale avec des matières qui nous coûtent rien en termes de CO2. Ok. T'as un projet qui est assez mainstream, qui est assez tendance par rapport à l'impact environnemental qui peut y avoir, et les gens, la prise de conscience qu'ils ont eue ces derniers temps, notamment avec l'accélération un petit peu de ce qu'on voit dans les médias. C'est quoi les barrières que t'as là aujourd'hui pour te développer? Qu'est-ce qui manque finalement pour que tu te développes au plus haut point et que ça devienne une activité, ton activité première, ce que je te souhaite évidemment, et d'arriver à vivre de cette activité-là? Bah déjà, je dirais pas que c'est mainstream parce que ça reste encore assez marginal comme activité. C'est encore, il y en a pas beaucoup finalement qui font ça. Donc on en trouve un peu. Il y a quelques marques en France. Il y a une marque historique, Freitag, une marque suisse qui fait des choses en bâche de camion depuis très longtemps, mais qui est encore pas, malgré tout, pas très connue.
Il y a quelques ateliers ici et là qui font aussi ça, mais ça reste quelque chose encore assez marginal. Par contre, qui est en train de se développer. Parce qu'effectivement, les gens commencent à prendre conscience que oui, acheter des fringues neuves toutes les semaines, c'est plus très logique et plus vraiment dans l'air du temps. Changer de sac à dos tous les ans parce qu'il y a un petit accro, c'est pareil, c'est plus trop dans l'air du temps et je crois qu'on essaie de faire plus attention à ça et donc de réutiliser des matières et justement acheter ce type de produit, ça commence à se démocratiser, mais c'est encore assez loin. Et j'ai mangé ta question, du coup. Non, je te parlais de qu'est-ce qui te manque pour te développer, pour finalement arriver à vivre de cette activité-là. Ouais. Et ben, de l'argent, principalement. Ouais, de l'argent et forcément un peu de compétences parce que je suis pas issu de ce domaine-là, j'ai pas fait d'école de commerce, etc. Donc j'ai forcément des manques. Même si je pense apprendre vite et en 1 an j'ai déjà fait pas mal. Mais ouais, je pense qu'il me faut de l'argent et c'est un peu l'idée des prochains mois, c'est ça. C'est de réussir à créer un peu un engouement autour de ce truc-là et de plus être juste une marque qui fabrique un cabas à roulettes, mais vraiment une marque qui cherche à réemployer, réutiliser un maximum de matière, aussi bien par des produits à revendre en B2C que sur des choses comme j'ai fait en B2B, avec des plus gros volumes, pourquoi pas avec des choses sur mesure, pourquoi pas aussi, comme j'ai commencé à le faire un peu, aller vers des produits qui peuvent servir à l'industrie. Des grosses housses et des choses comme ça qui du coup permettent de réutiliser beaucoup de matière et avoir un réel impact et donc comme je disais tout à l'heure mettre en place des process un peu plus industriels avec des machines de découpe avec peut-être d'autres types de confection, que ce soit plus forcément de la couture, mais pourquoi pas travailler avec de la soudure à ultrasons, de la soudure à haute fréquence, des trucs un peu plus techniques. Et ça, ouais, ça nécessite de l'argent et ça nécessite un peu d'investissement matériel et également des compétences à aller chercher. T'as déjà demandé des subventions, des aides, parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal aujourd'hui pour lancer des sociétés, notamment qui ont un impact assez important. Est-ce que tu as réussi à en avoir Alors, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir 0 subvention. Ok. 0. Et j'en suis triste parce que je pense que... T'as fait quand même des dossiers, t'as essayé, t'as tenté ouais. J'ai fait des dossiers, j'ai contacté la région, etc. Ouais. Et la région, par le biais de Haddock, a un peu coupé les robinets là, il y a un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, ils subventionnent plus. Avant, on arrivait à avoir des petites enveloppes. Moi, j'en connais des entrepreneurs qui ont démarré à peu près en même temps que moi, qui ont réussi à avoir des petites enveloppes de 10-15 000 euros sur des lancements. Ce qui est plutôt cool quand tu te lances. Ça alimente le BFR. C'est pas rien, ouais. C'est génial. Ouais, ça te permet de faire un peu de stock, ça te permet justement d'acheter une machine ou deux, etc. Et moi, j'ai jamais bénéficié de ça et j'ai fait des demandes et j'ai postulé à la BPI, j'ai fait... Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je regrette quand t'es pas une boîte tech qu'on voit comme faisant des millions dans les 3 ans. On te calcule un peu plus difficilement, voilà. Ok, tu vois, je pensais avec le côté impact que ça susciterait un peu plus parce que c'est des boîtes qu'il faut aider, c'est des boîtes qui sont, ils veulent qu'il y ait un impact environnemental, écologique, etc. fort dans nos régions. Donc je pensais que au niveau des subventions, ils étaient plus cool que ça avec ce type de boîte là. Eh écoute, non, pas encore, pas encore. Ok, est-ce que tu cherches du coup un associé, tu recherches à recruter, qu'est-ce que tu recherches dans les mois qui vont arriver? Ouais, aujourd'hui, clairement, je pense avoir fait une bonne première année. En tout cas, c'était pas très loin de ce qui était prévu dans le prévisionnel initial, même si, en tout cas, en termes de chiffre d'affaires, même si le contenu a été vraiment très différent de ce que j'avais envisagé, mais... T'as juste adapté finalement, t'adapté à la demande, exactement. Et pivoter sur un truc. C'est ce qu'il a fallu. Il a fallu que je fasse ça parce que ça me semblait la meilleure chose à faire. Et oui, aujourd'hui,
Je cherche aussi bien des gens qui sont prêts, pourquoi pas, à mettre un petit peu d'argent pour donner un petit coup de boost au projet, aider à trouver un local, parce qu'aujourd'hui je travaille toujours de chez moi pour l'instant et c'est pas toujours évident. Pourquoi pas donc avoir un local, pourquoi pas commencer à stocker un peu plus de matière aussi pour lancer pour lancer une ressourcerie, parce que c'est un des objectifs aussi, c'est-à-dire avoir un stock de matière plus important que je peux moi transformer, mais que je pourrais aussi, pourquoi pas, revendre aux maîtres comme font des vendeurs de tissus, puisque c'est des matières qui sont vraiment ultra résistantes et qui peuvent servir pour tout un tas de choses. C'est ça une ressourcerie, c'est un endroit où tu stockes et tu retravailles la matière? Pas forcément retravailler, justement, si c'est une ressourcerie ou ce qu'on appelle aussi une matériothèque. Ok. C'est-à-dire que tu stockes de la matière et t'as des gens qui peuvent venir, aussi bien des particuliers, pourquoi pas, pour fabriquer, je sais pas, un abri de jardin, une tente pour les gamins ou une niche pour le chien, parce que c'est vraiment des matériaux qui peuvent servir à faire plein de choses, que des professionnels qui veulent faire... voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Et donc tu te servirais pour ton projet à toi aussi. Exactement. Évidemment, pour Seeabilis. Ouais. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir ce stock de matière et proposer aussi bien donc de la vendre aux maîtres, nus, on va dire, que de proposer également de la découpe à la demande ou de la confection aussi, puisque j'ai commencé à avoir ce savoir-faire et voilà, c'est un des objectifs là dans les mois qui viennent. Donc oui, rechercher des investisseurs, des gens qui sont prêts à mettre un peu d'argent dans ce projet. Oui, rechercher aussi des gens qui sont prêts à mettre de la compétence dans ce projet. Oui aussi, c'est-à-dire que j'ai plein de sujets autour notamment du développement commercial, parce que je veux continuer à travailler sur la partie B2C et notamment pourquoi pas trouver des revendeurs. Donc là, il y a tout un côté de démarchage à faire et qui est chronophage, et surtout, je pense qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi parce que c'est leur métier. Donc ça, sur aussi les côtés communication, marketing, tous ces sujets-là qui aujourd'hui pour moi sont difficiles à traiter du fait que j'ai cette activité-là, mais j'ai aussi une activité professionnelle à côté et que du coup, voilà, je suis obligé de faire des choix en fait. J'allais te demander, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, des deux en fait, comment tu arrives à gérer donc un projet en plein développement, en plein essor, et en même temps une activité à côté professionnelle, je dirais alimentaire, qui te permet de vivre aujourd'hui. Ouais, clairement. Bah en fait, quand j'ai lancé le projet, c'était donc en avril 2022, j'étais sous contrat avec un club. Ok. Et j'avais encore, donc la saison se finissait en mai-juin quoi, et j'avais encore 1 an de contrat. Et donc je m'étais dit, pendant cette dernière année de contrat, ça va me permettre de lancer le projet tranquillement, et voilà. Sauf que je me suis retrouvé dans une situation où le club, en l'occurrence, a déposé le bilan, et mon contrat a été... Enfin, non, je dis une bêtise. Mon contrat a été coupé, et il a déposé le bilan 6 mois plus tard. Du coup, je me suis retrouvé avec 1 an de chômage parce que j'étais pas salarié à cette époque-là, donc c'était un reste de droit que j'avais. Et à cette période-là, je me dis... Le projet est lancé, la boîte est créée, j'avais une stagiaire pour 3 mois que j'avais pris vraiment au tout début pour m'aider à lancer les réseaux sociaux. Et là, je me dis, bon, c'est un signe, je profite de cette année de chômage pour vraiment me lancer à fond sur la première année et voir où ça mène, quoi. Et donc, je suis arrivé en septembre, là, à la fin de mes droits au chômage, avec forcément une première année, pas la possibilité de me rémunérer tout de suite. Donc, il a fallu retrouver du boulot. Et du coup, vraiment, je suis parti sur du boulot alimentaire. Là, je suis en intérim, je fais des missions comme je faisais quand j'avais 17-18 ans pour bosser l'été, quoi. Mais je trouve ça génial parce que ça montre une force de caractère assez puissante quand même. C'est-à-dire que ce qui t'importe le plus, c'est ton projet. Ça montre l'engagement que tu mets et que tu es même prêt à avoir un job alimentaire à côté pour pouvoir mener à bien ce projet-là, quoi. Ouais, et c'est pas facile parce que tu passes d'un moment où t'étais, enfin, je veux dire, moi, dans le sport, dans le handball, je commençais à être quelqu'un de assez connu. Enfin, voilà, j'ai travaillé dans les deux des 3 plus grands clubs du championnat. C'est Nantes clair. pendant 10 ans, Montpellier pendant 3 ans, on a gagné la Ligue des Champions. Enfin, j'ai travaillé avec des internationaux.
voilà, je pense que j'étais quelqu'un de respecté et de reconnu, on va dire, dans ce milieu-là. Et effectivement, déjà, le fait de repasser dans un tout nouveau milieu ou du coup repartir de zéro, et puis aussi, comme je te disais, vraiment au niveau professionnel, repartir sur des boulots alimentaires d'intérim, de manutention, de choses comme ça, c'est pas évident. Mais en même temps, à chaque fois qu'on m'en parle de ce truc-là, je sais pourquoi je le fais. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est beau quand même. Est-ce que tu as des exemples à donner entre le rapport qu'il y a de l'effort, etc., du mindset dans le sport et l'entrepreneuriat? Est-ce que tu vois un peu des similitudes ou tu vois que c'est totalement différent, que c'est un monde complètement à part? Est-ce que tu as des choses à me dire par rapport à ça? C'est plus que des similitudes. C'est des parcours qui sont très, très... où on retrouve beaucoup de choses communes. Justement, la capacité à se surpasser, la capacité aussi à encaisser les échecs. Quand tu es sportif de haut niveau, notamment dans les sports co, et que tu joues tous les week-ends et que tu dois t'adapter aux résultats d'un week-end à l'autre, rebondir après une défaite, pas trop s'enflammer après une victoire, etc. Bah là, clairement, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Tu traverses, comme tu disais tout à l'heure, des hauts et des bas, et faut être capable de soi-même garder un niveau moyen, on va dire, d'engagement, c'est-à-dire pas s'enflammer dans les moments où ça va bien, sur les grosses ventes ou sur les partenariats signés ou sur les bonnes nouvelles parce qu'on a eu un emprunt, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis encaisser les échecs, quoi. Encaisser les échecs, faire preuve de résilience et repartir au combat. Voilà, c'est un combat permanent, en fait, un peu comme les sportifs, effectivement. Voilà, Ouais, entrepreneur, c'est quasiment être sportif de haut niveau. J'ai l'impression des fois, il faut avoir une rigueur qui est comme les sportifs de haut niveau et être focus. Moi, je sais que je fais beaucoup attention, je sais pas si toi aussi, mais au sommeil, je fais beaucoup attention à bien boire de l'eau, à aller marcher, m'aérer l'esprit. Et c'est, même si un sportif, c'est beaucoup plus rigoureux, c'est énormément de sport et c'est beaucoup plus physique que l'entrepreneuriat. Mais dans le mindset, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil et moi, je réfléchis un peu de cette manière-là. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a des vraies similitudes aussi là-dessus. Et après, moi là, j'ai plus de difficultés justement avec le sommeil parce que du fait que je cumule le boulot, les enfants, l'entraînement d'une équipe de hand aussi. Du coup, ouais, tu t'ennuies pas, quoi. Non, je ne m'ennuie pas. Pas un jour où tu t'ennuies. Non. T'es rentré dans un incubateur dernièrement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment ça s'est passé? Quels sont les avantages de rentrer dans cet incubateur? Ouais, alors ça s'appelle Innovo Sud et c'est basé à Béziers. Et c'est un accélérateur de projets, on va dire, qui a pour particularité d'accompagner les projets en phase d'industrialisation. Donc, clairement, ça correspondait bien à la phase dans laquelle j'entrais. Et c'est pas moi qui ai vraiment postulé. Disons que j'échange régulièrement avec un ami du coup du cabinet de designer là avec qui j'avais travaillé sur mon chariot, Pierre, qui m'a un jour parlé de cet incubateur, qui connaissait la directrice, qui lui-même fait partie des comités de sélection là-bas. Et donc par hasard un jour on a échangé avec la directrice sur LinkedIn voilà, et ça s'est fait petit à petit comme ça. Elle m'a dit tiens, ce serait bien que tu viennes présenter ton projet, voir si c'est quelque chose qu'on pourrait accompagner. Donc en fait ils m'ont entré en ce qu'ils appellent une pré-incubation en fin d'année 2023. Et là, je viens de commencer avec la promo qui, elle, est rentrée en mi-janvier. Voilà. Donc, on vient de commencer les premières sessions de travail ensemble. Voilà, en gros, c'est ça. Hein, c'est un accompagnement par session collective sur des thématiques particulières, création de valeur, bien définir son projet aussi, bien savoir ce qu'on veut, vraiment vers où on veut aller. Et après, il y a aussi des sessions individuelles avec des coachs, on va dire. Et puis après, ils peuvent aussi nous accompagner dans certaines phases, comme justement des levées de fonds, la recherche d'un associé ou la création justement de contrats avec des associés, etc. C'est quoi leur objectif à eux finalement? Parce qu'ils prennent pas de part à ton capital. Non. C'est pas un startup studio. Leur objectif à eux, c'est de développer l'industrie sur le territoire. Voilà, tout simplement. C'est public? C'est subventionné en tout cas, ouais. Mais je sais pas si c'est public ou privé. C'est une association.
Donc Ouais. c'est plutôt privé. Oui, donc c'est mais pas à but par contre, lucratif non plus. non, voilà, c'est ok. ça. Mais du coup, ils sont subventionnés et je crois que vraiment, eux, leur objectif final, c'est de créer des projets Hmm. qui permettent l'industrialisation sur le territoire. Mais alors, c'est basé à Béziers, mais ils nous obligent pas à être vraiment, nous, basés à Béziers. Ils autorisent, on va dire, dans toute l'Occitanie. Et la création d'emplois aussi. Je pense que c'est là-dessus que Ouais, bien sûr. eux-mêmes Ils misent sur ça. sont évalués. Ouais. Ok. Est-ce que tu as enfin, donc tu souhaites t'industrialiser un petit peu cette année, si j'ai bien compris. Ouais. C'est quoi les KPI sur lesquels tu dois travailler et avancer? Est-ce que c'est les coûts de production? Et quels sont en fait les métriques sur lesquelles tu dois travailler cette année? Clairement sur les coûts de fabrication, Ouais. sur le coût de revient pour chaque produit, parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu, comme je te disais tout à l'heure, si tu veux faire du volume, tu es obligé de faire en sorte d'avoir des coûts de revient qui sont inférieurs. C'est aussi pour ça que là, je retravaille certains produits, c'est-à-dire que pendant toute la première année, je suis allé très vite en développement sur certains produits, parce que je voulais justement pouvoir avoir une gamme qui s'élargit très rapidement. Et là aujourd'hui, il y a certains produits qui sont entièrement j'ai vendu chaque produit, tout mon stock, et c'est l'occasion pour moi de refaire un petit travail de développement avec une couturière avec qui je travaille sur ces sujets-là, pour aussi bien améliorer les produits, les fonctionnalités en tant que telles, mais aussi travailler justement sur les coûts de fabrication, simplifier certains aspects de la confection. Et donc là, on est en train de travailler là-dessus. Ok. Après, les autres sujets, je vois pas trop aujourd'hui pour l'instant de vraiment d'indicateurs clés sur lesquels travailler, parce que un des indicateurs pourrait être la rapidité avec laquelle je réponds aux demandes que j'ai. Mais là aujourd'hui, je pense que je dis on parce que je travaille pas tout seul sur ces sujets-là. On est déjà assez performant là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai un client potentiel qui m'appelle pour fabriquer un truc sur mesure, une housse pour je sais pas quoi. Franchement, je suis capable de sortir un proto en moins d'une semaine, quasiment. Ok. Parce que j'ai déjà du stock de matière, parce que ma couturière ou les ateliers avec lesquels je bosse, ils sont ultra réactifs. Donc je suis capable de sortir un proto en moins d'une semaine et derrière éventuellement faire une V2 pour l'ajuster un peu et derrière la prod peut aller très vite. Ah ouais, donc c'est quand même assez rapide. Entre le moment où on te contacte et le moment où le produit sort, finalement, c'est combien de temps? C'est un mois? Ça peut être moins d'un mois, ouais. Moins d'un mois. Un mois, Ouais, moins d'un c'est mois. quand même super Ouais, rapide. ça peut être très rapide, ouais. Ok, ça marche. Et est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours, des prototypes sur lesquels tu travailles en ce moment, des nouveautés que tu as dans l'actualité de Silibidiz? Le projet, alors il y a un projet en cours avec une boîte parisienne autour du chariot, Ok. voilà, qui souhaite avoir un chariot un peu sur mesure, un peu dans le type de ce que j'ai fait avec la métropole. Je sais pas si tu avais vu passer sur LinkedIn là. Non, je l'ai pas regardé. Donc un chariot un peu adapté par rapport au modèle que je fais habituellement pour un usage professionnel. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus. Et en parallèle de ça, plus pour le côté B2C, j'ai commencé à faire des protos de sacs à dos. Ok. Là, je suis en train de les tester, moi, au quotidien. Donc, je les emmène un peu dans toutes les situations. Et l'idée, c'est de lancer une précommande sur ce modèle de sac à dos là dans les semaines qui viennent. Ouais. Ok, ça marche. Bah, tu peux le montrer à la limite à la caméra. Tu sais que tu l'as juste à côté. Pour ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont en podcast, vous pouvez le voir. Je sais pas Voilà. si on le voit bien, mais voilà, c'est C'est un sac à dos roll top ok, avec une boucle là. génial. Et c'est entièrement en bâche de camion, donc ultra résistant, complètement imperméable. Les boucles en ceinture de sécurité automobile. Génial. Ah ouais, ok, j'avais pas vu. Voilà, Ouais, c'est ultra génial. résistant aussi. Et, assez simple à Ouais. l'intérieur, juste un compartiment pour mettre l'ordi, une petite poche quand même cachée ici derrière là. Ok. Et voilà, donc un modèle assez simple, mais vraiment fait pour durer longtemps. Ok. Voilà. Il se rend vente à combien celui-là? Il sera en vente entre 90 et 100 euros Ok. en prix public normal. Sur la précommande, ce sera plutôt entre 70 et 80.
Ok, 70 et 80, génial. Bah écoute, super, beau projet. Ouais. Je reviens juste sur ta recherche d'associés, donc dont on a parlé un peu avant le podcast, etc. Ouais. Pour les auditeurs qui nous écoutent, si le projet leur a plu et qui se sont renseignés dessus et qui veulent te contacter, etc., c'est quel type de profil exactement? Je sais pas si tu as un persona en tête d'un associé potentiel, ou si tu te laisses le choix de tous, j'en sais rien, mais savoir avec qui ça matcherait le mieux, quoi. Ouais. Déjà, je crois que la première chose qui est primordiale pour moi, c'est quelqu'un qui est en accord avec mes valeurs. Voilà, sur le côté impact et sur le côté aussi bien impact écologique d'ailleurs que sur le côté impact social, parce que aujourd'hui on considère que il n'y a pas vraiment d'innovation technologique dans ce que je fais. Par contre, il y a une vraie innovation sociale dans la mesure où je réponds justement à ce côté environnemental, mais aussi je travaille avec des ateliers d'insertion professionnelle, je travaille avec des personnes en situation de handicap aussi pour certaines phases de la fabrication, et c'est quelque chose qui compte pour moi, enfin qui est vraiment important. Donc la première chose, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui soit raccord avec ces valeurs-là. Après, sur les profils dont j'ai besoin, c'est plutôt des profils, comme je disais tout à l'heure, plutôt axé commercial, développement commercial, marketing, pourquoi pas aussi le côté communication, parce que là aujourd'hui c'est moi qui m'en occupe et je suis pas spécialiste, donc j'essaye de bidouiller un petit peu avec mes moyens, mais vraiment ces types de profils là. Après, j'ai pas vraiment de requêtes particulières sur un âge ou sur quoi que ce soit. Je suis ouvert à tout tant que c'est quelqu'un qui partage tes valeurs, qui partage mes valeurs, qui est motivé, qui est prêt à s'investir sur un projet qui a du sens, en fait. Vraiment quelqu'un qui est prêt à s'investir dans ce type de projet là. Voilà, moi je suis ouvert à toute demande. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, j'ai 2 dernières questions pour clôturer un petit peu ce podcast-là. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur, tu vois, un conseil qui t'impacte toi actuellement, en ce moment, dans la création de ton entreprise, un conseil qui pourrait aider un auditeur du podcast? Gère ta trésor, mec. Non, plus sérieusement, la première chose, c'est assure-toi bien que tu pourras vendre ton produit avant de commencer à essayer de le prototyper. Un peu le fonctionnement lean startup là. J'ai entendu un autre podcast qui en parlait il y a pas longtemps, donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important et que moi j'ai pas su faire, clairement. Je suis parti un peu ce qu'il faut pas faire, j'ai fait un peu l'inverse de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que je suis parti de mon expérience personnelle et j'ai créé quelque chose qui répond à mes besoins à moi. Même si l'objet, aujourd'hui, en l'occurrence le cabas à roulettes, plaît beaucoup aux gens qui l'ont acheté, le prix de vente aujourd'hui fait que c'est très difficile à vendre vraiment en grand volume. Tu le vends combien? 295 €, la version avec 3 sacs, dont un sac isotherme. Ok. Ce qui n'est pas un prix non plus de ouf, mais parce que tu peux l'utiliser sur ton vélo, les sacs, tu les utilises à l'unité aussi comme sacoche de vélo, donc c'est un truc un peu modulable et tout. Mais par contre, les gens, ils font toujours la comparaison avec un cabas à roulettes qui vient de Chine et qu'ils arrivent à trouver à 20 balles au Super U du coin, voilà. Ouais, donc forcément, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas très bien fait au départ. En tout cas, j'ai fait une étude de marché, j'avais fait des questionnaires, etc., plutôt quantitatifs, et j'ai pas su trop l'écouter, ça. Voilà, donc j'ai fait un peu le truc à mon idée. Donc ça, on dirait le premier conseil. Et effectivement, le deuxième conseil, quand même, gère ta trésor. C'est pareil, ce que moi, j'ai pas su trop faire sur la première année. C'est-à-dire que le fait de lancer plein de produits, c'est bien parce que tu développes ta gamme, parce que tu attires plus de monde, parce que sur les événements physiques, tu vends plus juste un cabas à roulettes à 300 balles, mais tu vends aussi un porte-monnaie à 10 € et une sacoche de vélo et un truc. Donc forcément, tu fais quand même un peu plus de chiffres que juste avec le cabas. Mais du coup, ça a un coût. Et développer un produit, faire un proto, faire des recherches, tu passes du temps, ça a un coût avec les ateliers, etc. Donc voilà, j'ai pas très bien géré ma trésorerie. Voilà. Ok, génial. Bah, écoute, merci en tout cas pour ton honnêteté sur le podcast. Tu fais preuve de beaucoup d'humilité par rapport à ton projet, donc c'est assez intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi, devenir ton associé? Ouais, et bah sur LinkedIn, Alan Albert, ça sera dans le lien juste en dessous du podcast, donc n'hésitez pas à cliquer. Voilà, sur Instagram aussi, Sillybillies, par mail, alan@sillybillies.com. Super. Facile. Merci Alan. Merci à toi.
J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.